Et Gabrielle est la personne parfaite pour ça, puisqu'elle va nous parler d'investissement dans les startups. Merci Gabrielle, on l'applaudit. Merci. Merci Nathalie. On peut bien sûr applaudir Nathalie et toute son équipe pour l'organisation de ces 2 journées extraordinaires. Merci. Bonjour, donc je vais vous parler de comment faire travailler votre argent pour vous. On va faire un peu un mix entre vouvoiement, tutoiement, c'est pas clair, c'est pas grave. Quand on se verra, on se tutoiera. En investissant dans les startups innovantes, on va parler de ça ensemble. Et bien sûr, pour commencer, je voudrais simplement clarifier quelques points. C'est quoi investir dans les startups ? J'ai vu qu'il y avait parfois quelques petites confusions. Donc investir dans les startups, on pourrait bien sûr approcher ça à l'investissement boursier. Investir dans des sociétés en bourse, ça peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez. Et c'est tout simplement acheter des actions de sociétés cotées. Et bien investir dans les startups, c'est acheter des actions de sociétés non cotées. Alors, une différence importante, c'est qu'investir, ce n'est pas prêter. Je fais cette distinction parce que beaucoup de gens, quand on parle d'investir dans les startups, pensent à ce qui s'appelle le crowdlending. C'est parce qu'il y a des plateformes très connues, très visibles, où on prête aux startups. Les startups nous remboursent. Quand on fait ça, on n'investit pas dans la startup, on prête à la startup. Alors, la différence, c'est que donc, un prêt, on va prêter 100 €, il va y avoir un taux d'intérêt, 7%, et la startup va vous rembourser ce que vous avez prêté plus les taux d'intérêt. Ce n'est pas toujours pile 107 €, puisque ça s'étale, mais peu importe, je simplifie. Et investir, c'est différent, c'est qu'on va donc acheter des actions. Donc, on investit par exemple 100 €, comme tout à l'heure on avait prêté 100 €, et il va y avoir une valorisation. Il va y avoir un prix par exemple des actions, les actions valent 1 €. Et donc, avec 100 €, c'est bon le micro, ça va ? Ouais. Avec 100 €, on a 100 actions, puisque l'action vaut 1 €. Et bien sûr, s'il y a par exemple 500 actions dans la société, vous en avez 100, vous avez 20% du capital. Je fais cette distinction et je vous parle de ça parce que c'est important de comprendre que la startup ne rembourse pas. Encore une fois, quand on prête de l'argent, il y a un remboursement. Quand on investit, la startup ne rembourse pas. Alors là, vous allez me dire, ok, mais comment on gagne de l'argent ? La startup ne rembourse pas, ce serait quand même plus cool de revoir mon argent. Eh bien en fait, on gagne de l'argent dans 3 cas de figure possibles qui s'appellent l'exit. Donc c'est ce qu'on vise quand on investit dans les startups. Qu'est-ce que c'est que l'exit ? C'est pas le panneau sortie, restez là. Il y a 3 cas d'exit possibles. Premièrement, rachat par une entreprise. On a tous entendu parler d'une startup qui se fait racheter. Il y a des grands groupes, des GAFA, qui rachètent à tour de bras des startups françaises et américaines. C'est une entrée en bourse, une IPO, et donc les actions deviennent cotées. Vous avez tous entendu parler de l'entrée en bourse, je sais pas, de Uber ou de l'entrée en bourse ratée de WeWork, etc., etc. Ou alors, troisième possibilité, moins connue, moins annoncée publiquement en général, le rachat par un autre investisseur. C'est-à-dire que la startup va proposer à un autre investisseur d'investir dans sa société et l'investisseur peut vous racheter vos parts à vous, investisseurs d'avant. Avec, bien sûr, l'idée c'est de faire un multiple, c'est-à-dire que les parts, dans n'importe lequel des 3 cas, vont être achetées plus cher. Alors je voudrais vous raconter l'histoire de Jason. C'est vraiment lui, c'est un type maintenant assez connu, vous allez comprendre pourquoi. Et Jason, il est américain, il est dans la Silicon Valley. Et puis en 2009, il rencontre une petite start-up. Et il décide d'y investir 25 000 $. Alors il a un peu de sous, il met 25 000 $ sur une start-up. Ok, on va voir tout à l'heure comment vous pouvez investir avec beaucoup moins d'argent que ça. Mais Jason, il décide d'investir 25 000 $ dans une petite start-up qui s'appelle UberCab. Des mecs qui font des taxis, applications, machin, bon. 2009, il y a 11 ans. Et UberCab, vous l'avez deviné, devient Uber et entre en bourse en 2019, donc 10 ans plus tard, à Wall Street. Ça, c'est Wall Street, le jour de l'entrée en bourse. Sur une valorisation, alors c'est pas la peine de compter les zéros, je vais vous dire, c'est 82 milliards $. J'ai mis des espaces quand même pour essayer de... Voilà, normalement, je me suis pas planté. 82 milliards $. Ça, c'est la valeur d'Uber. Alors, on va faire une devinette. Qui veut deviner combien valaient les parts de Jason qu'il avait acheté 25 000 $? 25 milliards, ok. Qui d'autre? 1 milliard. C'est pas mal. Qui d'autre? Personne? Bon, alors, l'effet d'annonce, merci d'avoir dit 25 milliards, parce que du coup, c'est tellement moins que vous allez tous être hyper déçus. C'était quand même 124 millions $. Donc, c'est quand même pas dégueu. Jason, il peut partir en vacances. Tout ça avec ces 25 000 $. Donc, c'est moins que 25 milliards, je suis désolé. Excuse-moi. Il a récupéré donc 124 millions $. Et qu'est-ce qu'il avait fait pendant ce temps-là? Il bossait pas chez Uber, il était tranquille chez lui. Il avait filé un coup de main à cette société au départ avec 25 000 $.
Et voilà, c'est fini. Alors, je savais pas s'il y avait un truc après. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'on... Normalement, c'est très clair. Investir dans les startups, boum, 124 millions, terminé, merci, au revoir. Donc, ça, c'est l'investissement dans les startups. Je voulais commencer par ça, avant de me présenter. Vous avez compris, la suite, c'est qui suis-je. Ça, c'est investir dans les startups. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà comment on peut gagner de l'argent. Alors, vous l'avez compris, c'est assez différent de la bourse, de l'investissement immobilier, puisque on ne sait pas quand est-ce qu'on va gagner de l'argent. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir un exit, une entrée en bourse, un rachat, etc. Et tant qu'il n'y a pas eu cet exit, on ne peut pas facilement récupérer son argent en mode « Ah, je vais revendre mes actions ». Puisqu'il s'agit d'actions non cotées, elles ne sont pas échangées librement sur un marché. Ça, c'est les différences, peut-être les points un peu plus négatifs de l'investissement dans les startups, et puis les points positifs, je pense que je n'ai pas besoin de revenir. Vous avez compris, c'est le potentiel que ça peut avoir. Alors, ça y est, on en vient à la suivante, si ça fonctionne. Ouais, vous vous demandez peut-être, mais qui je suis pour vous raconter tout ça? Alors, j'ai une petite intro, merci. Très cool. Pour vous raconter qui je suis, il faut que je vous raconte un tout petit peu mon histoire. Ça va aller vite, promis. Ah voilà, ça c'est moi, c'est beau. Donc en fait, moi je suis ingénieur de formation et ça me plaisait pas trop l'école d'ingénieur. En sortant d'école, j'ai monté ma boîte. Rien à voir, je vais pas vous en parler en détail, je monte un site internet de vente de vin. Voilà, c'était assez marrant, je recevais beaucoup de bouteilles de vin gratos, donc c'était une période de ma vie assez cool. Je fais ça pendant 4 ans et je me passionne pour l'univers startup, notamment aux États-Unis, en France, etc. Et au bout de 4 ans, j'ai la chance de vendre ma société à mon concurrent, donc qui existe encore. Si vous voulez acheter du bon vin, je vous filerai le tuyau. Et je décide, avec cet argent, alors je vends cette société, mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est important pour la suite, vous allez voir pourquoi. Mais je gagne un petit peu d'argent, je suis content, je décide, plutôt que de le mettre sur un livret A, je décide de l'investir dans les startups. Et donc, je me dis, bon, je vais investir dans les startups, comment je fais? Je rejoins à ce moment-là le club de Business Angel. Business Angel, c'est quelqu'un qui a investi dans les startups, hein, c'est sympa, Ange, machin, quand on s'appelle Gabriel, bon, très bien. C'est beau, c'est classe, hein, là, je suis Business Angel, tu peux le dire, voilà, c'est canon. À la fin de cette présentation, vous serez tous Business Angel, promis. Même ceux qui ne s'appellent pas Gabriel. Je rejoins le club de Business Angel de mon école, il y avait, comme dans beaucoup d'écoles, un club. Et puis, c'était tout petit, et donc je décide d'aller plus loin et d'aller dans le plus grand club de Business Angel de France, à Paris, que je ne citerai pas, parce que je ne vais pas en dire que du bien. Et je tombe sur une salle remplie de types à la retraite qui veulent défiscaliser leur ISF, hein, à l'époque il y avait encore l'ISF, et start-up, technologie, ne comprennent pas grand-chose. Et ils voient ça un peu comme voilà, c'est l'après-midi en général, hein, de 14 à 18, donc c'est plus pour socialiser, occuper le temps, etc. Et ils ne voient pas ça comme un investissement, ils voient ça vraiment comme une occupation et comme de la défiscalisation. Et donc, comme ils ne voient pas ça comme de l'investissement, ils investissent un peu au pif. Ils se disent, bon, lui il est sympa, il a une bonne tête. Allez tiens, prends 10 000 €, va t'amuser. De toute façon, c'est de l'argent qu'eux, ils allaient mettre en impôts, donc c'est de l'argent, ils n'ont pas cette notion de se dire, il faut que je fasse attention, si j'investis 10 000 € et que la boîte se plante, ça va être compliqué. Ils investissent au hasard. Et moi, je suis au milieu de ces gens-là et je me dis, je ne comprends pas pourquoi ils investissent là. Moi, à leur place, j'investirais pas. J'ai envie de leur dire, non mais attends, qu'est-ce que tu fous là, c'est n'importe quoi, ça va pas le faire, etc. Je suis le petit jeune, on m'a dit, mets-toi au fond et tais-toi. Donc, j'observe. Et puis, en observant, je développe des critères d'investissement. Je me dis, là en fait, j'investis pas, mais pourquoi j'investis pas? J'investis pas parce que ça correspond pas à ce critère-là. Et j'en développe 8, je vais vous en parler tout à l'heure. 8 critères précis. Et je me dis, voilà, en fait, moi je vais investir dans les boîtes qui cochent ces cases-là, qui répondent à ces critères. Et j'en profite pour vous dire que ces critères font l'objet d'un bouquin qui est à l'étage et que je serais ravi de vous signer, dont Xavier Niel a dit que cet ouvrage était un guide pratique pour tous les acteurs de l'écosystème. Alors je trouve ces critères et je me dis, ok, ce club, ça m'amène rien, je quitte le club. Je voulais toujours investir dans les startups, on en est là. Et je me dis, j'ai quitté le club, comment je vais faire? Je vais faire pour investir dans les startups. Et je suis bien embêté, je trouve pas grand-chose. Et puis, je vois passer dans les journaux, dans la presse, etc., des levées de fonds super énormissimes, etc., des super trucs, Blablacar, lève des milliards, première boîte française, machin. Récemment, on a eu Miro, je ne sais pas si vous avez vu passer, ça a fait la une de toute la presse, devient, je sais pas quoi, une licorne, lève des dizaines de millions. Et je me dis, voilà, c'est là en fait où je vais investir. Hein, quitte à investir, autant investir dans les super boîtes, les boîtes qui cartonnent, qui lèvent des millions. Si elles cartonnent, elles ont plein de clients, elles vont gagner plein d'argent, et moi je vais investir, et je vais avoir l'air super malin, parce que je vais gagner plein d'argent. Et je les contacte, je les appelle, prends mon petit téléphone, coucou,
C'est Gabriel, ça va? Je voudrais investir. Alors, évidemment, vous imaginez la gueule du mec au téléphone. C'est qui ce mec là? Il a 23 ans, il va investir. Tu te fous un peu de ma gueule? Non, je vais investir, je te jure. Bon. Et puis, ouais, merci. Il y en a quand même, c'est quand même des boîtes qui cherchent à lever de l'argent, qui cherchent à se financer, qui cherchent à grandir, à grossir, etc. Donc il y a quand même 2-3 qui disent, ok, bah tu veux investir, nous on cherche à lever de l'argent, ok, go, c'est parti. Puis le mec me dit, bon bah très bien, si tu veux investir, le ticket minimum pour investir, le montant le plus bas qu'on accepte, puisque nous on cherche, je sais pas, 300 000, 500 000 euros, 1 million d'euros. Donc on accepte des gars à partir de 30 000 euros. Allez, je te fais une fleur. Alors moi, tu sais, je suis comme ça, je dis, attends, 30 000 euros, où j'ai mis mes 30 000 euros? Merde, j'ai pas 30 000 euros. Quand j'avais 25 piges, j'avais revendu ma boîte des clopinettes, je me dis, non mais mec, c'est mort. Moi, j'ai investi 2 000 euros. Et il me dit, bon, bah, ouais, c'est bien, un 15e, donc trouve 15 potes. Non, il me dit pas ça, il me dit, non, c'est pas assez d'argent, désolé. Désolé, ça va pas être possible, tes 2 000 euros, j'en veux pas, nous, c'est 30 000. Bon. J'étais donc toujours bien embêté. Je vais toujours investir. Il y avait ces boîtes et j'y arrivais pas. Et à ce moment-là, il se passe 2 choses. Dans ma vie, il se passe ce refus, et là, ce refus de cette boîte, c'est un cas concret, le mec me dit 30 000 euros, moi j'avais analysé la boîte, etc., j'avais passé des semaines à analyser le projet, je dis c'est génial, ok, je vais investir, le mec me dit 30 000, bon, désolé, ça tombe à l'eau. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que dans le club, avant ça, j'avais quand même réussi à faire quelques investissements avec mes tout petits deniers, et mes 3 premiers investissements fonctionnent à merveille, il y en a 2 qui se font racheter, donc il y a les types d'exit, donc il y en a un, c'est un investisseur suivant qui me propose de racheter mes parts, c'était celui qui était le plus à droite, et donc j'avais investi 5 000 euros, il me les rachète 15 000. 2 ans plus tard, je multiplie mon argent par 3, très content. Et puis j'avais investi dans une solution de paiement qui s'appelle PayPlug, et qui se fait racheter par Natixis, que vous connaissez. Et j'avais investi 2 000 euros, et 11 mois plus tard, il me rachète mes parts 4 000. Je multiplie mon argent par 2. Et puis il se passe une troisième boîte, c'est une boîte qui s'appelle Shaper, pépite française, dans laquelle j'avais investi en 2014 et qui se met à exploser, notamment aux États-Unis, et qui se met à faire beaucoup parler d'elle dans la presse. Et donc là, il se passe ça. Il y a quelques personnes qui repèrent ça, moi évidemment, hyper fier. Regardez, j'ai investi, machin, racheté par Natixis, super. Il y a quelques personnes qui se disent ok, 5 000, 15 000, pendant ce temps t'as rien fait, tu te la coulais douce, bon deal, sympa. Fais tourner les bons plans. Sois sympa la prochaine fois que tu as un deal comme ça, tu nous emmènes. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en l'espace de quelques mois, vraiment plein de gens me disent ça. Je les comprends. Et donc, à ce moment-là, ça fait tilt dans ma tête, une ampoule s'allume, et je me dis, eh ben ça y est, j'ai compris. Moi, j'ai pas assez d'argent, j'ai des bonnes boîtes, ils veulent que j'investisse 30 000 euros, et j'ai des copains qui veulent investir avec moi. Et donc, on va se réunir, on va faire un club. Donc ça, c'est mes vrais potes, hein. On va faire un club. C'est vraiment Léonis Investissement, c'est ça. Et on va faire un club, on va investir ensemble. Et comme ça, des mecs qui ont 2 000 euros, ils pourront, si on est 15, ça fait 30 000, et boum, on investit dans les startups, génial quoi. Voilà, c'est toi Nathalie hier qui disait qu'il n'y avait sûrement pas de photos dans ma présentation, bah tu vois, c'est raté. J'ai fait exprès. On va investir ensemble, ok. Et puis évidemment, quand il fallait finalement, dans la startup suivante, celle qui ne s'était pas encore fait racheter, mettre de l'argent, même 2 000 euros, mes potes, mes soi-disant potes, ils étaient un peu moins chauds parce qu'ils m'ont dit mais attends, elle s'est fait racheter, mais la nouvelle, là, comment on sait si on va gagner de l'argent ou pas? Ah oui, mais on ne sait pas. Ah oui, mais ça m'intéresse pas alors. Ah, ok, bon, tant pis. Et donc à ce moment-là, je décide de créer une chaîne YouTube et de parler d'investissement, notamment parler d'investissement dans les startups et de me dire on va voir si ça intéresse des gens en dehors de mes potes. Et ça m'a permis de créer aujourd'hui donc Léonis Investissement, qui est un club dans lequel je propose à des membres d'investir avec moi dans des startups que je déniche, que je source, que je trouve, notamment dans la Silicon Valley. Alors normalement, oui, alors ça m'a valu le surnom de Norman de l'investissement par BFM quand même, c'est sympa. Ici, là. Et voilà, aujourd'hui, mon métier, c'est d'aller dans la Silicon Valley, parfois faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, mais le vrai de mon boulot, c'est de trouver des startups et de proposer aux gens d'investir avec moi dans les startups à travers ce club. Voilà, ça c'est moi. Normalement, j'ai fini. Ouais, cool, ok, on enchaîne. Alors, pourquoi c'est intéressant d'investir dans les startups? Bien sûr, on peut gagner de l'argent, ça, ok, on en a parlé en intro. Mais il y a d'autres raisons. Alors, premièrement, vous êtes nombreux ici, pas tous, à faire de l'immobilier. C'est normal, c'est l'investissement préféré des Français. C'est très bien l'immobilier. Et l'immobilier, normalement, quand c'est bien fait, et surtout après ce week-end, parce que vous avez appris tellement de choses qui vont dans ce sens, ça va vous générer du cash. Immobilier, cash. C'est bien résumé, non? Voilà. Richesse et liberté, une slide.
Donc, immobilier cash. Bah ouais, surtout maintenant, vous n'avez aucune excuse. Vous avez appris 10 000 techniques différentes pour faire du cash. Et ce cash, qu'est-ce que vous en faites? Alors, c'est chiant, je ne sais pas quoi faire de mon cash, merde. Oh, quel enfer, quelle vie, c'est vraiment pas possible, quoi. Et bien ce cash, une des possibilités, c'est de l'investir en bourse, c'est ce que vous recommande Nathalie, et vous devriez bien sûr le faire. Et c'est de l'investir dans des entreprises, et donc vous pouvez aussi l'investir dans des startups. Donc déjà, pourquoi c'est intéressant l'investissement dans les startups? Ça vous permet, avec votre cash généré par l'immobilier, de réinvestir cet argent dans des investissements à fort potentiel, qui peuvent potentiellement vous rapporter beaucoup d'argent. Premier avantage. Deuxième avantage, ça c'est mon préféré, c'est qu'il n'y a vraiment rien à faire. Alors vous connaissez tous le mythe de oui, l'immobilier c'est un investissement passif, on s'en occupe pas, il n'y a rien à faire. Oui, 3h du matin, j'ai le tuyau qui a pété, il y a une fuite dans les chiottes, les voisins font une soirée, qu'est-ce que je fais? La serrure est bloquée. Bon, alors bien sûr, vous pouvez les faire gérer, vos biens immobiliers, etc. Mais l'immobilier, il faut s'en occuper, et même si vous faites tout gérer, vous automatisez tout, il faut bien trouver les nouveaux biens, faire les financements, aller convaincre le banquier. À nouveau, vous avez des super outils après la conférence d'hier pour convaincre votre banquier, mais il faut le faire. Les startups, c'est un truc que j'adore, parce que vous investissez dans la startup, et après, terminé. Vous partez en vacances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec notre ami Jason. Vous n'avez rien à faire. En échange de votre investissement, l'entrepreneur ne va pas vous demander de s'impliquer dans son projet. Évidemment, il va peut-être vous demander un coup de main, il va vous demander des contacts, il va vous demander de venir une fois par an à son board, il va vous demander quelques trucs. Mais dans l'ensemble, si vous voulez être peinard, vous faites rien. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que votre ressource la plus rare, la plus importante, la plus précieuse, c'est votre temps, évidemment. Donc ça me plaît beaucoup et c'est assez complémentaire. Alors, pourquoi c'est intéressant d'investir dans les startups? Attention, je sors les grands mots. Préparez-vous. Parce que investir dans les startups, c'est asymétrique. Alors attention, asymétrique, ça y est, on va expliquer ce que ça veut dire tranquillement. Quand vous investissez, bien sûr, dans tous les investissements immobiliers, bourse, start-up, tout, vous allez évaluer une balance entre le risque et la rentabilité, un équilibre entre les deux. Et vous le savez sûrement, dans l'investissement en général, et c'est valable pour absolument tous les investissements, il y a un lien absolu entre le risque et la rentabilité, c'est-à-dire que moins c'est risqué, moins c'est rentable. Plus c'est risqué, plus c'est potentiellement rentable. Sauf que c'est risqué. Donc je vous donne deux exemples. Vous mettez votre argent dans un coffre-fort à la banque. Pas de risque, tout va bien. Par contre, ça ne va pas vous rapporter beaucoup. Vous le savez, votre argent va perdre de la valeur, inflation, etc. L'autre extrémité, très risquée, vous vous lancez dans le business de cocaïne. Hyper rentable. Hyper rentable. Millionnaire en quelques semaines. Par contre, un tout petit peu risqué, prison, se faire dézinguer par le gang d'à côté, etc. Okay, bien risqué, mais bien rentable. Donc à vous de choisir où est le curseur. Okay. Et bien l'asymétrie, c'est de dire qu'il y a une décorrélation, ce n'est pas corrélé, entre le risque et la rentabilité. Et l'investissement dans les startups est un des seuls, selon moi, à présenter cette asymétrie, et c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant. Alors attention, on entre dans un tout petit peu de technique, promis, ça va bien se passer. Ça, c'est la première slide pour bien vous compreniez, ça ne concerne pas les startups. Et puis la slide juste après, vous verrez, c'est plus simple. On commence par le difficile. Imaginez que vous avez une action, vous détenez un actif qui vaut $50. On est sur la ligne current price $50. Désolé, c'est en anglais. Ça peut aller dans deux sens, le vert, le rouge. Ça peut monter, ça peut descendre. Jusque-là. Et on n'a aucune façon de savoir si ça peut monter ou descendre. C'est ce que nous dit Nathalie. Et tu as effectivement bien raison de le rappeler. Les prévisions sont inutiles, surtout quand elles portent vers l'avenir. Donc, Maintenant, imaginez que vous avez un gros trait noir en dessous qui s'appelle Exit $45. Vous le voyez? Imaginons que vous mettez un ordre de vente automatique en disant si ça atteint $45, je vends. À ce moment-là, vous avez créé une situation d'asymétrie. Pourquoi? Parce que au maximum, vous pouvez perdre $5. À $5, c'est fini, on arrête les frais, on rentre à la maison. Donc vous ne perdrez pas plus que $5, vous récupérez forcément à la fin de la journée minimum $45 dans votre poche. En revanche, si l'action monte à 75, 80, 100, 1000, 1 milliard, vous gagnez tout. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire avec l'investissement dans les startups, c'est qu'on est exactement dans cette asymétrie, donc ça ressemble plutôt à ça. Ça, c'est un graphique tiré du bouquin Antifragile de Nassim Nicolas Taleb que je vous recommande, qui est un bouquin extraordinaire. Et donc, voilà, imaginons que vous ayez investi 10 sur l'échelle, ça peut être ce que vous voulez, 10 noisettes, 10 000 euros, voilà. Eh bien, c'est assez basique
Le pire qui puisse vous arriver, quand vous investissez 10 dans une startup, c'est de perdre 10. Bon, voilà. Donc il faut être à l'aise avec ça en se disant, bon, bah voilà, ça c'est le risque que je prends. En revanche, on l'a vu avec notre ami Jason en introduction, vous pouvez gagner beaucoup et surtout, il n'y a aucune limite sur combien vous pouvez gagner. C'est absolument illimité. Et ça s'appelle donc l'asymétrie. On ne trouve pas ça dans tous les types d'investissements et ça me plaît beaucoup. Quand j'ai compris ça, j'avais un peu cette tête-là. J'étais assez content. Ok ? Alors, toujours dans pourquoi c'est intéressant d'investir dans les startups. Là, vous vous dites, ok, c'est bien beau tout ça, mais quand même, Jason, il avait 25 000 $, hein, Gabriel, il avait investi 2 000 €. C'est bien beau tout ça, comment on fait ? Moi, j'ai pas comme ça 2 000 €, donc je sais pas quoi faire, et je me dis, boum. Et bien en fait, vous pouvez aujourd'hui investir dans les startups avec 100 €. Ah, pas mal. 100 €, ça va ? C'est abordable ? Ah, Yannick, il me dit c'est chaud quand même. Je te comprends, on en reparle après si tu veux. Avec 100 €, alors voilà, c'est une façon, c'était ma promesse de tout à l'heure, je vous l'ai dit, à la fin de cette présentation, vous serez tous business angels. Vous pouvez, avec 100 € devenir business angel et investir dans les startups. Alors, si je vous dis business angel, terme, déjà, à quoi vous pensez quand vous pensez business angel ? Moi, je pensais un peu à ça. En mode, ah oui, business angel, c'est le mec comme Yannick. Le mec qui a sa boîte, qui a des millions. Moi, je peux pas être business angel. Pardon, j'arrête de t'embêter. Mec, moi, je peux pas être business angel. C'est impossible. Je serai business angel plus tard, quand je serai grand, quand je serai riche. Eh ben non. Voilà, 100 €. Moi, j'ai commencé quand j'étais étudiant avec 5 000 €. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était pas facile, ce que je vous ai raconté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, et notamment grâce à vos 3 nouveaux meilleurs amis. Anaxagos, WeFund, WeSeed. Alors, c'est des plateformes, des sites internet. Je précise que je ne suis pas actionnaire, j'en fais la pub, tant mieux pour eux. Je les connais évidemment, mais voilà, c'est complètement désintéressé. Ça, ce sont des sites qui font ce qu'on appelle du crowd equity. Donc tout à l'heure, on a parlé de crowd lending. Attention, on est dans l'anglais. Hein. On est des gars de l'investissement, okay, donc on est dans l'anglais. Après, les gars du développement personnel. Non, j'arrête, pardon. Donc là, j'ai mis un petit icône photo. Vous pouvez prendre des photos pour vous rappeler. Voilà. C'est du crowd equity, donc vous connaissez le crowdfunding. Crowdfunding, on précommande une trottinette connectée qui fait le café, d'accord ? Et elle arrive chez nous 2 ans plus tard. Le crowd lending, on prête à une boîte, elle nous rembourse avec des taux d'intérêt. Le crowd equity, on va acheter de l'equity. De l'equity, qu'est-ce que c'est ? C'est des parts d'une société. Donc sur ces sites, je crois qu'il y a même, voilà, à partir de seulement 100 €, vous pouvez vous inscrire, c'est entièrement gratuit, et ils vous présentent des opportunités d'investissement, des startups. Leur métier, c'est de trouver des startups dans lesquelles vous pourrez investir avec seulement 100 €. Elle est pas belle la vie ? Voilà, avec 100 €, vous devenez business angel. Alors, pour ceux qui veulent bien sûr aller plus loin, sur ces sites, il y a une sélection assez limitée de startups. Et donc, si vous voulez investir dans plus de startups, ce sont des sites français qui vous proposent des startups francophones. Vous avez Paris Business Angel, qui est un grand club de business angel parisien. Vous pourrez investir à partir de 2 000 €. Et puis, bien sûr, vous avez le club privé Léonis Investissement, où vous pourrez investir à partir de 2 000 € dans des startups de la Silicon Valley. Ok. On est bon, niveau timing. Et maintenant, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de mes fameux critères d'investissement. Je vous ai fait un teasing au début de la présentation. Évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous fais un deuxième teasing. Il y a plus de 150 pages dans le bouquin qui les décrit en long, en large et en travers. Mais mon idée, ma vision et mon parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire que finalement, il n'y a pas de hasard quand on investit dans une startup. Il y a des critères précis, mais méconnus, mais plus de vous dans quelques minutes, qui permettent de déterminer en amont si une boîte va réussir. Alors, ça, bien sûr, je voulais vous rappeler que 9 startups sur 10 échouent. Vous êtes peut-être là en train de vous dire, il est marrant Gabriel, mais n'empêche, c'est un peu nul son truc. 9 startups sur 10 échouent, moi je ne suis pas hyper chaud. Et c'est vrai, c'est une statistique mondiale, 9 startups sur 10 échouent. C'est quand même un peu embêtant. Et donc l'idée de ces critères, ça va être de sélectionner celles qui n'échouent pas. Évidemment, je vous le rappelle, c'est important. Quand la startup échoue, les investisseurs perdent leur argent. C'est pas « Ah, j'ai perdu 10%, j'ai perdu 20%, j'ai un décalage de trésorerie ». Non, c'est « Ciao, bye bye, terminé, ton argent, poubelle ». Important de le préciser. Donc c'est quand même quelque chose qu'on voudrait éviter, on est d'accord ? Plus sympa. Et donc, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé des clubs de business angel, des gens qui défiscalisent et qui font pas ça pour investir mais pour payer moins d'impôts. Pour beaucoup de gens, investir du coup c'est le casino. C'est se dire de toute façon il y en a 9 sur 10 qui vont se planter, je pars de ce postulat,
Donc, tiens, le 33 noir, allez, je mets un jeton, on va voir. Ça gagnera sûrement pas, mais si ça gagne, je serai content. Mais ça gagnera sûrement pas. Évidemment, vous l'avez compris, je pense que c'est faux. Et donc, je vais vous parler de mes 8 critères d'investissement, dans le temps qui nous reste, qui permettent de déterminer si une startup va réussir. J'attaque tout de suite. Alors, le premier critère, c'est l'équipe. Je ne vais pas m'attarder dessus. L'équipe, c'est ce que tout le monde vous répétera dans une entreprise. Ils ont raison. Donc, comme c'est ce que tout le monde vous répète, je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis, c'est un critère qui est difficile à expliquer. C'est de l'humain, c'est des rencontres, c'est sentir les gens, c'est voilà, comprendre quelles sont leurs ambitions, savoir s'ils savent travailler ensemble, s'ils ne vont pas se foutre sur la gueule dans un an, s'ils ne vont pas se disputer pour l'argent, etc. L'équipe, c'est de loin le plus important. C'est pour ça que je le mets toujours en premier. Encore une fois, je ne m'attarde pas dessus. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer entre 5 et 10 fondateurs de start-up par semaine. Et donc, c'est quelque chose auquel je prête énormément d'attention, d'essayer de comprendre finalement qui ils sont, ce qui les anime et est-ce qu'ils vont aller au bout, est-ce qu'ils vont réussir. J'enchaîne. Le critère numéro 2, c'est probablement le plus important de tous. Ils sont tous importants, remarque, mais celui-là, il est vraiment important. L'unfair advantage, l'avantage injuste. Injuste, il est fou ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire l'avantage injuste ? Quand vous investissez dans une start-up, il y a deux choses l'une. Soit c'est une bonne idée, soit c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas du tout convaincu que l'idée fasse tout, loin de là. Soit c'est une mauvaise idée, soit c'est une bonne idée. Si c'est une mauvaise idée, fin de la discussion, de toute façon la boîte va se planter, c'était une mauvaise idée. Mais si c'est une bonne idée, il y a 100% de chances qu'il se fasse copier. Qu'il y ait des gens qui se disent « Ah, tiens, ça c'est une bonne idée, faire des taxis là, avec une application. Moi je vais faire ça, et puis je vais l'appeler Captain. C'est bien ça, il est sympa, le mec de Uber m'a donné une idée, je vais faire pareil. » Et donc, la question qu'il faut se poser, je cite Captain, pareil, pas pour leur faire de la pub, il y en a des centaines. En France, c'est les 2 plus connus. Donc, l'idée c'est de se dire « Ok, moi je parie que le mec il a une bonne idée, je parie qu'il va réussir. S'il réussit, il va se faire copier. » Et donc, maintenant, vous dites, sur qui miser ? Est-ce que je mise sur Startup A ou Startup B ? Il y a des chevaux là qui partent pour la course. Et sur quel cheval je mise ? C'est sympa pour les entrepreneurs, je les traite de chevaux. Ils sont contents. Sur lequel je mise ? Eh bien, l'avantage injuste, c'est l'avantage que l'une des équipes A, que l'une des startups A, que les autres ne vont pas pouvoir obtenir. C'est pour ça qu'il est injuste. Donc, quoi qu'il se passe, c'est un avantage qu'ils seront les seuls à avoir et qui vont leur permettre de réussir. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Il y en a de tout type. Le plus classique, le plus courant, le plus connu, c'est le brevet. Je dépose un brevet, je protège ma technologie. Tu veux faire pareil ? Tu peux pas. Désolé. Au revoir. Mais il y en a plein d'autres. Un unfair advantage, ça peut être moi je suis le fils du patron de la Banque Centrale Européenne. Donc je connais tout le monde. Réseau. Et toi, tu veux monter la boîte ? Ah ouais, mais toi, t'es personne. Donc désolé. Je vais avoir tout le réseau, etc. Ça peut être la marque. Aujourd'hui, si je vous dis chaussures de sport, pensez à, une marque, 2 marques, pas plus. Ça peut être un secret de fabrication, Coca-Cola, gardé secrètement. Vous pouvez toujours faire de l'eau sucrée, mais n'empêche qu'elle n'aura pas le goût du Coca-Cola parce qu'ils ont un secret de fabrication. Vos chaussures, elles pourront toujours être très bien pour courir, mais il n'y aura pas une virgule dessus, donc les gens ne voudront pas l'acheter. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Ça peut être une technologie supérieure dans son utilisation. Pensez Apple, je vais me faire huer par la moitié de la salle. C'est pas grave, désolé Nathalie. Non ça va, elle s'en fout, elle est actionnaire, elle gagne plein de fric. Donc l'unfair advantage c'est ça. Donc c'est un avantage injuste, donc posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que c'est eux qui vont réussir ? Qu'est-ce qui fait que cette start-up là elle va réussir et pas les copains d'à côté ? Et si le gars il sort de nulle part, est-ce qu'il n'y a pas un gars super bien connecté avec une super techno qui s'y connaît vachement en dépôt de brevets, etc. et qui est trop fort, qui va venir les doubler, ok ? Unfair advantage. Critère numéro 3, le marché. Pareil, donc ces critères, c'est finalement une liste de ce que les investisseurs classiques ou les investisseurs débutants dans les startups oublient souvent de regarder. Et donc le marché, ça en fait partie. Je vois beaucoup de gens investir dans des business où le marché est en décroissance, où le marché est minuscule, où le marché n'est pas adapté. Je vous donne un exemple. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, je rencontre un entrepreneur qui lance un truc qui s'adresse aux notaires. Il veut digitaliser les notaires en ligne et tout. Super malin, il dit je vais être le Doctolib des notaires. Super idée, mec, c'est génial. Ok, les notaires, c'est top et tout, etc. Tout le monde a besoin d'un notaire, ok. Et il vend un abonnement à 1 500 € par an pour les notaires, pour faire plein de trucs, digitaliser, machin, tout bon, super. Et puis à la fin, je vais le voir et je lui dis, mais il y a combien de notaires en France ? Il me répond 15 000. Ok. Et puis je lui dis, toi, tu vises au mieux d'avoir quel pourcentage, quelle part de marché ?
Il me répond, et il a raison de pas me dire 100%, il me répond, je pense que dans quelques années, on peut avoir 10% du marché, ce qui est très bien. À titre de comparaison, Doctolib, ils ont à peu près 30% du marché. Donc on a l'impression que tout le monde a Doctolib, en fait c'est 30%, mais c'est déjà énorme. Quand vous avez 30%, vous avez gagné. Lui il me dit, je vise 10%, ok, hyper bien. Et puis du coup, je fais le calcul, 10% de 15 000 notaires, c'est 1500 notaires. Tu les fais payer 1500 € par an, donc ton chiffre d'affaires maximum que tu atteindras dans 3-4 ans, c'est à peu près 2 millions d'euros. 1005 fois 1005. 2 millions 1, je crois, un truc comme ça. Évidemment, pour un investisseur qui veut que la boîte... Alors, on peut se dire 2 millions d'euros, c'est bien. Non, 2 millions d'euros pour un investisseur qui veut que la boîte elle fasse des centaines de millions, des milliards, c'est pas du tout suffisant. Donc, il se limite. Il va avoir un gros problème. Alors, il me dit oui, mais après, on ira en Europe, machin. Certes. N'empêche qu'il s'adresse à un marché minuscule. Donc, faites bien attention. Pourquoi ? Parce que quand vous investissez, il y a quand même des boîtes qui vont potentiellement se planter. Et donc, celles qui fonctionnent vont devoir vous rapporter beaucoup pour que ça fonctionne. Pour que ça vaille le coup. Pour que dans l'ensemble, ça soit rentable. Donc, il faut que le marché soit énorme. Pensez Uber, pensez Airbnb, pensez Facebook, pensez ce que vous voulez. Il faut que le marché soit suffisamment grand. On n'est pas obligé de se dire je vais m'adresser à tous les gens dans le monde qui veulent prendre des taxis, mais il faut que ce soit un gros marché, pas un marché trop petit. Et puis, il y a des marchés en décroissance, en disparition. L'année dernière, je reçois un dossier d'une startup qui veut digitaliser le chèque. Ouais, sauf que le chèque, c'est moins 10% par an, tous les ans. Et il y a déjà plusieurs pays, la Suisse et la Norvège, je crois, où c'est carrément interdit, ça n'existe plus. Donc, digitaliser le marché du chèque, c'est bien, mais dans 5 ans, ta boîte, elle n'existera plus, puisque le chèque n'existera plus. Ou dans 10 ans. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, pensez à un bon marché, un marché porteur, un marché en croissance, un marché en expansion. Pour vous donner une idée, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre aujourd'hui, ou 7 milliards 5. Il n'y a que 3 ou 4 milliards de personnes qui ont Internet, et la population va aller à 10 milliards, et probablement les gens connectés à Internet vont aller quasiment à 10 milliards. Donc, ce qui se passe sur Internet, c'est sympa. Ça va tripler dans les 20 années qui viennent. Ça, c'est cool. Ok ? Critère numéro 4. Celui-là aussi, il est beaucoup oublié. La scalabilité. Qu'est-ce que c'est que la scalabilité ? Alors, je vais faire vite parce que ça va, on a le temps. je vais pas traîner. La scalabilité, il y a 2 types de scalabilité. Il y a la scalabilité des projets industriels. C'est ça. Et c'est très simple. On appelle ça les effets d'échelle. Quand vous produisez en grande quantité, c'est le taylorisme et le fordisme, vous faites baisser le coût unitaire de production de chaque pièce. Donc vous produisez une voiture, ça coûte hyper cher, mais vous produisez 10 000 voitures ou 100 000 voitures par an, ça coûte moins cher. Ok. Sauf que, quand vous vendez la 1 millionième voiture, ou quand vous vendez, Apple vient d'annoncer qu'ils allaient vendre le 1 milliardième iPhone, c'est ouf, c'est dingue. Mais quand vous vendez le 1 milliardième iPhone, c'est beaucoup 1 milliard, faut en pondre des iPhones, et vous devez toujours créer ce 1 milliardième d'iPhone, il faut toujours bosser, donc il faut toujours acheter des matériaux, des matières premières, un écran, un machin, une carte mère, je ne sais pas ce qu'il y a dans un iPhone, un appareil photo. Et puis, il faut toujours payer le gars dans l'usine. Alors, pas de remarque sur c'est des Chinois, ils ne sont pas payés, non, c'est faux. D'accord ? Il faut toujours payer le mec dans l'usine qui assemble l'iPhone. Et donc, quand vous en êtes au 1 milliardième, le mec qui assemble le 1 milliardième iPhone, il se dit j'en ai marre, je ne pourrais pas aller faire autre chose quand même. Il est payé, mais donc vous allez diminuer le coût unitaire de chaque téléphone, mais vous allez quand même devoir à chaque fois payer. Maintenant, ça c'est Apple par exemple, l'iPhone. Vous pensez les voitures, vous pensez McDonald's, quand ils vendent un burger, il faut avoir élevé la vache, et il faut avoir fait le steak et le pain, et payer le serveur ou la serveuse, etc. Maintenant pensez Uber. Quand Uber fait sa 1 milliardième course, qu'est-ce qu'ils ont produit Uber ? Ils ont produit une appli. C'est la même depuis le début. Ça leur coûte rien. Ils ont un pauvre serveur. Il faut télécharger l'appli, c'est l'Apple Store et le Google Store, donc ils n'ont même pas de serveur. Et ça leur coûte rien. Alors ils ont un peu de service client, ils ont un comptable pour compter tout leur argent. Voilà. Mais ça leur coûte rien. C'est pas eux qui ont la voiture, c'est pas eux qui emploient les gens, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si du jour au lendemain, Apple double ses ventes d'iPhone, il va doubler aussi ses coûts. Alors, il va peut-être les multiplier non pas par 2, mais par 1,8 parce qu'il va faire des effets d'échelle. Mais il va doubler ses coûts, grosso modo. Alors que Uber double son volume, double son revenu, mais ses coûts, pareil. Et donc, qui c'est qui s'en met plein les fouilles ? C'est Uber. Donc, la scalabilité, moi j'investis dans des boîtes qui ne font pas de produits physiques. C'est un choix. Il y a plein de boîtes qui font des produits physiques et qui gagnent de l'argent. Je vous en ai cité. On aurait tous été extrêmement chanceux et contents d'investir au tout début dans Apple, dans McDo, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une start-up qui se lance a beaucoup plus de chances de réussir si elle n'a pas tous ces coûts qui viennent en permanence lui alourdir son bilan, sa comptabilité, sa trésor. Et donc une boîte qui fait un produit digital, elle a beaucoup plus de chances de réussir parce que si vous appelez Uber et que vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas de coûts, vous n'avez rien à faire, il suffit d'attendre 2 jours, il y a des gens qui vont prendre le truc et hop, ça fait revenir de l'argent dans les caisses. Alors si vous appelez Apple et que vous n'avez plus d'argent, ce qui est très très loin d'arriver, si vous ne pouvez plus produire vos iPhones, vous ne pouvez plus les vendre, vous ne pouvez plus gagner d'argent et vous êtes coincé. Scalabilité.
Ok, j'enchaîne avec le critère numéro 5, la monétisation. Alors, du coup, on arrive dans des startups du digital, des startups qui ne font pas de produits physiques. Quand on fait un produit physique, tout le monde sait comment monétiser. Je vais faire un produit, je vais le vendre. Pas compliqué. Sauf qu'on arrive dans les produits digitaux, en ligne. Je vais créer un réseau social, hein, vous connaissez l'histoire, voilà. Et puis, on va mettre de la pub. On va le faire gratuit. Donc, je n'investis pas dans des boîtes qui ne savent pas comment elles gagnent de l'argent. Pourquoi ? La raison numéro 1 d'échec d'une boîte, c'est une boîte qui n'a plus d'argent. Je vous en parlais à l'instant avec la scalabilité. Avec la monétisation, c'est pire. Il y a toute une flopée d'entrepreneurs sur Internet qui disent je fais mon truc gratuit, puis on verra bien. Et on verra bien, tu n'auras plus d'argent au bout d'un moment. Hein. On ne peut pas vivre de l'air du temps. Il faut bien que l'entrepreneur puisse développer son projet pendant des années, qu'il puisse se payer, qu'il puisse recruter. Il faut qu'il ait de l'argent. Donc il faut qu'il sache comment gagner de l'argent. Donc il faut qu'il vende quelque chose. On peut très bien vendre des choses sur Internet, même si c'est du digital. Donc c'est assez simple. Je n'investis pas dans des boîtes qui n'ont pas de stratégie de monétisation. On a presque fini. Il en reste 3. Il y en a 8. Hein. Accrochez-vous. Après, vous êtes libéré de délivrer. Critère numéro 6, la marge. Donc assez simple. Tout le monde regarde le chiffre d'affaires. On parle que de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ce n'est pas l'argent qui te reste dans ta poche. Nous, on est des investisseurs, nous tous ici. Et on veut savoir combien on a d'argent dans notre poche à la fin de la journée, pas vrai ? Et donc, quand vous regardez une start-up, ne regardez pas son chiffre d'affaires, regardez sa marge, tout simplement. Alors, pourquoi la marge, c'est important ? Parce que c'est bien beau de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si vous faites 1% de marge, il ne vous reste pas beaucoup d'argent. Et la marge, elle a 3 fonctions importantes. Premièrement, c'est la marge qui va permettre à la boîte de réinvestir pour se développer. Hein, si la boîte ne fait pas de marge, comment elle va embaucher ? Comment elle va se développer ? Comment elle va grossir ? Comment elle va investir dans son marketing ? Etc. etc. Alors qu'une boîte qui a de la marge, elle a des sous dispo et elle va y aller. Premièrement, marge. Deuxième raison, hyper importante, c'est avec la marge qu'on paye les dividendes. Ding, 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 ding. Donc si une boîte ne fait pas de marge, elle ne vous versera jamais de dividendes. Bien sûr, si vous êtes actionnaire, vous en voulez des dividendes. Enfin, j'espère. Alors, les startups, en général, au départ, ne versent pas de dividendes puisqu'elles réinvestissent dans leur croissance. C'est la première chose dont je viens de vous parler. Donc, elles vont, au début, utiliser cette marge justement pour se développer, pour grossir, pour embaucher, pour faire du marketing, etc. Mais un jour, quand la boîte aura grossi, elle versera peut-être des dividendes à ce moment-là. Et donc, c'est quand même plus cool si elle fait de la marge. Il y a des boîtes, des grandes boîtes, cotées, etc., qui font beaucoup de chiffre d'affaires, mais qui ont très peu de marge, donc elles brassent beaucoup d'argent et elles versent pas ou peu de dividendes. Puis il y a des boîtes qui sont beaucoup plus petites, mais qui versent des dividendes, génial. Et troisième chose pour laquelle la marge c'est important, c'est que c'est un des critères extrêmement, en tout cas important et pris en compte pour établir la valorisation de la société, la valorisation future. Or, vous vous rappelez, quand on est investisseur, on veut gagner de l'argent quand la boîte se fait racheter, quand la boîte entre en bourse ou quand un investisseur rachète vos parts. Et dans ces 3 cas, il va y avoir un rachat, une entrée en bourse ou un rachat de vos parts sur une valorisation. Et donc, les valorisations des boîtes, alors je ne vais pas vous faire un cours sur comment on valorise une boîte, il faudrait une présentation en tant que telle, et puis il n'y a pas de science infuse, c'est un peu au doigt mouillé, c'est un peu à qui veut bien faire une offre, à quel prix, etc. Il n'empêche qu'un critère qui rentre toujours en considération, c'est la marge. Donc une boîte qui dégage beaucoup de marge, elle vaut plus cher parce qu'elle dégage plein d'argent, c'est assez logique, et qu'encore une fois, celui qui l'achète pourra se payer des dividendes, etc. etc. Donc la marge, très très important, et souvent oublié, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Critère numéro 7, la valorisation, on en a parlé. Donc ça, c'est exactement comme l'immobilier, vous allez très vite comprendre. Si c'est trop cher à l'achat, c'est déjà une mauvaise affaire. Donc quand on investit dans une start-up, on investit sur une valorisation. Et évidemment, c'est comme avec un vendeur immobilier. Le vendeur, il veut vendre le plus cher possible et vous voulez acheter le moins cher possible. L'entrepreneur, il veut que vous faire gober la plus haute valorisation possible pour vous donner le moins de parts possible. La valorisation va bien sûr être directement liée à quel point lui, il se dilue. Puisque s'il y a une grosse valorisation pour la même somme, vous aurez moins de parts. Et donc, il va vouloir vous faire une super valo. Si la valo est trop chère au départ, vous faites déjà une mauvaise affaire. Parce qu'il existe des gens qui investissent sur une valorisation. Ils ne sont pas professionnels, ils sont des business angels amateurs, comme vous et moi. Je ne sais pas si je me mets encore dans la case des amateurs. Et ils se font un peu enfumer en disant « Mais regarde, ma boîte, elle est géniale, je suis le prochain Facebook, bien sûr que je vaux des millions, etc. » Puis derrière, 1 an plus tard, la boîte se fait racheter par quelqu'un qui est lui un pro et qui dit « Non, attends, tu plaisantes, ça c'est le vrai prix. » Et du coup, vous pouvez aussi vous faire racheter votre boîte, enfin la start-up dans laquelle vous avez investi, moins cher. Donc là, c'est quand même un peu con. Tu investis 2 000 €, tu dis c'est génial, la boîte se fait racheter. Ah, je récupère 1 000 €. Ah oui, c'est un peu con. Acheter trop cher, comme l'immobilier. Et on va finir, oh quel professionnalisme, je suis trop fier, on va finir pile avec la traction, critère numéro 8. Donc évidemment, les puristes reconnaîtront la petite dédicace à Elon Musk. Donc la traction, qu'est-ce que c'est, au-delà d'échapper à la gravité ?
c'est un appel fort du marché. C'est une boîte qui se développe et qui se développe vite. Si vous faites un bon produit, vos clients ils vont s'en apercevoir et ils vont vouloir l'utiliser. Et donc, il y a des boîtes qui ont une croissance linéaire. Puis il y a des boîtes qui ont une croissance exponentielle. L'attraction, tout le monde s'arrache ce truc, c'est génial. La Neuro Business School, tout le monde veut y aller. C'est incroyable, les places ça part comme ça. C'est dingue. Ça me donne envie d'investir. Pourquoi ? Parce que donc, ça permet de valider tout un tas de choses. Ça permet de valider qu'il y a une vraie demande sur le marché. Ça permet de valider que l'équipe fondatrice sait vendre. On en revient à la monétisation. Il y a plein de gens qui ne savent pas vendre, qui ne sont pas faits pour vendre, qui ne sont pas des vendeurs, qui n'y arriveront pas. Ils ont fait un super produit, mais ils ne le vendront pas. C'est embêtant. Donc ça permet de valider toutes ces choses-là. Et surtout qu'il y a une vraie demande du marché et que la demande accélère. Et notre investissement, je terminerai par ça, notre investissement dans les startups, quand tu investiras dans une startup, il doit non pas servir à aider un jeune qui se lance pour qu'il démarre, ça doit être plutôt de l'huile sur le feu pour accélérer une croissance déjà existante. Si un entrepreneur, ça c'est peut-être, déjà si vous vous en tenez à ça pour investir, vous investissez que dans des boîtes il y a déjà du feu, mais vous rajoutez de l'huile pour faire un plus gros feu, et non pas sur un mec qui dit moi j'ai un bout de bois et vas-y c'est parti, on fait un feu ensemble. Vous en sortirez déjà pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent prendre en photo mes coordonnées. Je vous remercie beaucoup et je serai là-haut pour vous dédicacer mon livre.